Vous pensez pouvoir échapper au chaos, mais et s'il était la seule chose qui pouvait vous libérer? Imaginez-vous dans la Grèce antique, où le tonnerre résonne à travers les montagnes, et où la mer en furie reflète le désordre qui règne dans le cœur de la civilisation. Nous sommes au Xe siècle avant Jésus-Christ, une époque où la Grèce est déchirée entre Athènes et Sparte, deux puissances en guerre lors du terrible conflit du Péloponnèse. Cette période était marquée par l'instabilité et l'angoisse. Mais au milieu de ce chaos, un homme est né, Zénon de Citium, originaire de l'île de Chypre. Zénon n'était ni soldat ni homme politique, mais un simple marchand. Très jeune, il avait parcouru la Méditerranée, commerçant dans de nombreux ports. Ce voyage lui avait permis d'amasser une grande fortune, mais malgré sa richesse, il se sentait de plus en plus vide, comme si quelque chose d'essentiel manquait à sa vie. Ce sentiment de vide intérieur grandissait avec le temps, au point de le submerger. La guerre, qui dévastait non seulement les cités mais aussi les âmes, n'avait fait qu'aggraver cette angoisse. Comme beaucoup de ses contemporains, Zénon se mit à remettre en question le sens de l'existence. Au cours d'un de ses voyages, il chercha conseil auprès d'un sage, espérant découvrir comment atteindre le bonheur. La réponse qu'il reçut fut aussi énigmatique que troublante. Pour être heureux, il faut être égal aux morts. Ces paroles résonnèrent dans l'esprit de Zénon pendant longtemps. Que signifiait vivre comme les morts? Peut-être était-ce un appel à se détacher des désirs matériels, à vivre en paix avec soi-même. Zénon n'en était pas certain, mais il sentait que cette phrase contenait une vérité cachée. Quelque temps plus tard, lors d'un voyage en mer, une tempête violente fit chavirer son navire. En quelques instants, il perdit toutes ses possessions. Seul et sans rien, il survécut, mais sa fortune disparut dans les profondeurs de l'océan. Ce fut à ce moment de perte totale qu'il comprit le message du sage. Le vrai bonheur ne pouvait dépendre des biens matériels. Pour être libre, il devait se libérer des chaînes du monde. Cette révélation bouleversa sa vie. Résolu à trouver des réponses plus profondes, Zénon se rendit à Athènes, centre du monde philosophique. Il savait désormais que le bonheur véritable ne se trouvait pas dans les richesses, mais dans quelque chose de bien plus durable. Cependant, il était encore loin de se douter que cette quête l'amènerait à découvrir une nouvelle voie qui allait transformer la pensée occidentale. Que trouverait-il à Athènes qui changerait à jamais sa vision du monde? Lorsque Zénon arriva à Athènes, il se sentit comme un homme nouveau. Ses possessions avaient disparu au fond de la mer, mais paradoxalement, il se sentait plus léger. Athènes, avec ses rues pavées de marbre et ses temples majestueux, n'était pas seulement une ville, c'était le centre névralgique de la philosophie occidentale. Chaque coin de rue semblait murmurer des secrets anciens que Zénon était venu chercher. Très vite, il se rendit dans l'une des grandes bibliothèques de la ville où il découvrit un texte sur Socrate. La quête de la vertu et la recherche de la vérité, si chères à Socrate, résonnèrent en lui. Mais Zénon savait que ce n'était qu'un début. Il lui restait encore beaucoup à apprendre. C'est alors qu'un libraire lui parla de Cratès, un philosophe cynique d'Athènes. Cratès vivait sans possession, prêchant un mode de vie simple et dépourvu d'attachement matériel. Ce mode de vie et la sérénité que Cratès dégageait intriguèrent profondément Zénon. Il passa plusieurs jours à observer Cratès dans les rues d'Athènes, fasciné par la liberté intérieure que semblait incarner cet homme. Finalement, Zénon décida de l'approcher. Ce fut un moment décisif. Sous la direction de Cratès, Zénon commença à explorer la notion de liberté intérieure. Une liberté qui ne dépendait pas des biens matériels, mais d'une maîtrise de soi absolue. Peu à peu, les idées de Zénon évoluèrent. Inspiré par Socrate et par les enseignements de Cratès, il développa sa propre philosophie. Il comprit que ce qui avait le plus de valeur dans la vie ne pouvait pas être emporté par une tempête. La véritable richesse résidait dans la vertu, dans la manière dont nous vivons, et non dans ce que nous possédons. Avec le temps, d'autres personnes en quête de réponses se joignirent à lui. Ils se réunissaient sous les portiques d'Athènes, formant ce qui allait devenir l'école des stoïciens. Une philosophie fondée sur la maîtrise de soi, la vertu et l'acceptation des événements que nous ne pouvons contrôler. Mais comment allait-il appliquer ces principes dans la vie quotidienne? Quels défis allait-il devoir affronter pour vivre en harmonie avec la nature? Avec le temps, le petit groupe qui se rassemblait autour de Zénon sous les portiques d'Athènes commença à s'élargir. Jeunes philosophes, commerçants curieux, soldats à la retraite, tous étaient fascinés par cette nouvelle voie que Zénon traçait. Sa philosophie n'était pas une théorie abstraite, c'était une pratique quotidienne, un art de vivre intégré à chaque aspect de la vie. Zénon parlait avec la conviction de quelqu'un qui avait tout perdu et qui s'était retrouvé.
L'idée centrale qu'il enseignait était la quête de l'eudémonia, un mot grec pouvant être traduit par bonheur véritable ou bien-être suprême. Pour Zénon, atteindre l'eudémonia signifiait vivre en harmonie avec la physis, c'est-à-dire avec la nature, non seulement en tant que monde physique, mais comme un univers rationnel, régi par la logique et la raison. Cette vision était radicale pour beaucoup. Vivre selon la nature impliquait de vivre selon la raison, sans être emporté par des passions ou désirs éphémères. Au fil de ses leçons en plein air, Zénon commença à exposer les 4 vertus cardinales qui allaient devenir le fondement du stoïcisme: la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. La sagesse guidait le jugement juste et la prise de décision. Le courage permettait de faire face aux épreuves sans perdre son sang-froid. La justice, c'était traiter les autres avec équité et respect. Et la tempérance enseignait l'équilibre dans toutes choses, en évitant les excès. Pour Zénon, ces vertus constituaient l'essence d'une vie bien vécue. Mais sa philosophie allait plus loin. Zénon soutenait que les choses externes, richesse, renommée, pouvoir, n'étaient ni bonnes ni mauvaises en elles-mêmes. Ce qui importait réellement, c'était l'état intérieur de chaque individu, sa capacité à contrôler ses impulsions et émotions. La véritable liberté, disait-il, n'était pas celle des circonstances extérieures, mais bien la liberté de l'esprit. Ce message puissant, particulièrement en ces temps d'incertitude, offrait un nouvel espoir à beaucoup, une manière de trouver la paix et la stabilité dans un monde toujours au bord du chaos. À mesure que le groupe de disciples de Zénon grandissait, il attira des adeptes qui allaient propager ses idées au-delà des frontières d'Athènes. Parmi eux, Cléante, ancien boxeur dont la force physique rivalisait avec sa détermination à comprendre ce qu'était une vie vertueuse. Cléante devint le successeur de Zénon, et plus tard, Chrysippe, un autre disciple, consolida la doctrine stoïcienne avec ses écrits et ses débats. Sous la direction de ces nouveaux penseurs, le stoïcisme évolua sans jamais s'éloigner des idées centrales posées par Zénon. Vivre selon la nature, cultiver la vertu et accepter ce qui ne peut être changé. L'impact du stoïcisme ne se limita pas à Athènes. Les idées de Zénon allaient bientôt traverser la mer Égée et laisser une marque durable au cœur de l'Empire romain. Mais comment cette philosophie, née sous les portiques d'Athènes, allait-elle conquérir Rome? Qui seraient les nouveaux porte-paroles pour porter la flamme stoïcienne et façonner son destin? La philosophie stoïcienne, qui avait modestement vu le jour sous les portiques d'Athènes, trouva un nouvel élan au cœur de l'Empire romain. En 155 avant Jésus-Christ, dans le but de renforcer les liens avec Rome, Athènes envoya 3 de ses philosophes les plus éminents, dont Diogène de Babylone, un chef de l'école stoïcienne. Dès leur arrivée à Rome, Diogène et ses collègues commencèrent à répandre leurs idées, et la philosophie stoïcienne trouva rapidement un terrain fertile parmi l'élite intellectuelle et politique de la ville. Rome, en pleine expansion et confrontée à de nombreux défis, était réceptive à de nouvelles idées susceptibles d'apporter stabilité et ordre dans la vie quotidienne. Les idées stoïciennes de vertu, de maîtrise de soi et de résilience émotionnelle résonnèrent profondément chez les Romains, surtout chez ceux en quête de repères pratiques dans une époque tourmentée. L'un des premiers défenseurs de cette philosophie, à Rome, fut Sénèque, précepteur et conseiller de l'empereur Néron. Sénèque ne se contentait pas d'enseigner le stoïcisme, il vivait selon ses principes. Dans ses écrits, il abordait des sujets tels que la maîtrise des émotions, l'importance de vivre selon la raison et la nécessité d'accepter le destin avec sérénité. Pour Sénèque, la clé du bonheur véritable ne résidait pas dans les possessions matérielles ou le pouvoir politique, mais dans un esprit serein et équilibré. Bien qu'il fût proche du pouvoir, Sénèque dut affronter de nombreuses épreuves, dont l'exil et, finalement, un ordre d'exécution sous Néron. Même dans ces derniers moments, il resta fidèle aux principes stoïciens, affrontant la mort avec calme et dignité, prouvant que la véritable liberté était celle de l'esprit. Un autre grand nom du stoïcisme romain fut Épictète, qui débuta sa vie comme esclave. Après avoir obtenu sa liberté, Épictète devint l'un des philosophes les plus influents de son temps. Il enseignait que la plupart des souffrances humaines ne provenaient pas des événements extérieurs, mais de la manière dont nous choisissons d'y réagir. Dans ses leçons, il insistait sur l'idée que nous ne devrions nous concentrer que sur ce qui est en notre pouvoir et accepter avec sérénité ce qui ne l'est pas. Et ces enseignements, à la fois pratiques et directs, rencontrèrent un immense succès, et ces idées continuent d'inspirer aujourd'hui. Et peut-être le nom le plus emblématique du stoïcisme romain est celui de Marc Aurèle, l'empereur philosophe.
À la tête du vaste empire romain, Marc Aurèle est à la fois connu pour son rôle de chef d'État et pour son attachement profond au stoïcisme. Au milieu des pressions du pouvoir, des guerres constantes et des défis internes, Marc Aurèle trouvait réconfort et force dans les principes stoïciens. Esseuse réflexion personnelle, consignée dans son ouvrage Pensée pour moi-même, nous offre un aperçu rare d'un leader cherchant à conserver humilité, équilibre et vertu, malgré l'immensité de ses responsabilités. Dans Pensée pour moi-même, Marc Aurèle médite sur la brièveté de la vie, l'inévitabilité de la mort et la nécessité de vivre en accord avec la raison. Il nous rappelle que, face à l'immensité du cosmos, nos problèmes terrestres sont infimes et éphémères. Ce n'est pas la mort qu'un homme doit craindre, écrivait-il, mais de ne jamais commencer à vivre. Ces mots résonnent à travers les siècles, nous invitant à réfléchir sur nos propres vies et sur ce qui importe vraiment. Avec des défenseurs aussi influents, le stoïcisme s'épanouit à Rome et marqua profondément la pensée occidentale. Mais comment cette philosophie antique peut-elle encore résonner aujourd'hui ? Qu'avons-nous à en tirer dans le monde moderne ? À mesure que le stoïcisme se répandait dans le monde antique, ces enseignements dépassèrent les cercles académiques pour pénétrer la vie quotidienne des gens ordinaires. Ce qui avait commencé comme une philosophie pour l'élite intellectuelle et politique devint un véritable guide pratique pour la vie de tous les jours. En des temps d'incertitude, de stress et de changements constants, les principes stoïciens offrent un ensemble d'outils pour survivre émotionnellement et mentalement. Et étonnamment, cette philosophie, vieille de plus de 2000 ans, a encore beaucoup à nous enseigner aujourd'hui. L'une des pratiques stoïciennes les plus connues est la visualisation négative, ou premeditatio malorum, un exercice qui consiste à imaginer les pires scénarios possibles. À première vue, cela peut sembler pessimiste, mais en réalité, cela produit l'effet inverse. En nous préparant mentalement au pire, nous finissons par apprécier davantage ce que nous avons et devenons plus résilients face à l'adversité. Lorsque l'inattendu se produit, nous sommes déjà prêts à l'affronter avec sérénité. Un autre principe central du stoïcisme est le contrôle des émotions. Pour les stoïciens, des émotions comme la colère, l'envie ou la peur résultent de jugements erronés sur ce qui est bon ou mauvais. Ils pensaient que la véritable paix intérieure ne pouvait être atteinte que si nous apprenions à maîtriser nos réactions émotionnelles aux événements extérieurs. Cela ne signifie pas réprimer les émotions, mais plutôt les entraîner, en comprenant que nos réactions sont des choix personnels. Dans un monde moderne plein de stimulation et de pression, cette pratique peut nous aider à garder notre calme et notre concentration, même dans les situations les plus difficiles. De plus, le stoïcisme nous enseigne à distinguer ce qui est en notre pouvoir de ce qui ne l'est pas. Épictète, l'un des grands maîtres stoïciens, disait « Fais de ton mieux avec ce qui est en ton pouvoir et accepte ce qui arrive ». Cette idée, aussi simple que puissante, nous invite à concentrer nos efforts et notre énergie uniquement sur ce que nous pouvons véritablement influencer. Nos actions, nos paroles, nos attitudes. Le reste, selon les stoïciens, est indifférent. Cette perspective peut être incroyablement libératrice, surtout dans un monde où nous nous sentons souvent dépassés par des choses échappant à notre contrôle. Aujourd'hui, les principes stoïciens sont appliqués dans des domaines aussi variés que le leadership d'entreprise, la formation militaire ou encore la psychologie. Les chefs d'entreprise trouvent dans le stoïcisme une philosophie qui les aide à rester calmes sous pression et à prendre des décisions rationnelles sans se laisser emporter par leurs émotions. Les athlètes et les soldats utilisent des techniques stoïciennes pour renforcer leur résilience mentale et émotionnelle. En psychologie, de nombreux principes stoïciens sont utilisés dans la thérapie cognitivo-comportementale pour aider les patients à faire face à l'anxiété et à la dépression en changeant leur schéma de pensée. Dans un monde où tant de choses semblent hors de notre contrôle, qu'il s'agisse du changement climatique, des crises économiques ou des pandémies, le stoïcisme offre une voie pour retrouver un sentiment de contrôle et de sérénité. Il nous rappelle que, bien que nous ne puissions pas tout contrôler autour de nous, nous pouvons choisir la manière dont nous réagissons. Et de bien des façons, c'est la seule véritable liberté que nous ayons. Mais que signifie vraiment vivre selon la nature aujourd'hui ? Comment appliquer les enseignements stoïciens dans notre vie quotidienne ? Que ce soit au travail, dans nos relations ou dans notre quête personnelle de sens et de bonheur. Comme nous l'avons vu, le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie ancienne, mais un guide pratique pour vivre une vie plus riche et plus pleine, quelle que soit l'époque dans laquelle nous vivons. De Zénon de Citium, qui commença sa quête de réponse dans une période de grande incertitude dans la Grèce antique,
Aux philosophes romains qui adaptèrent ces idées pour affronter les défis de l'Empire romain, les principes stoïciens ont prouvé leur intemporalité et leur universalité. Ces enseignements nous montrent que, bien que le monde autour de nous puisse être chaotique et imprévisible, la véritable paix et liberté viennent de l'intérieur. Vivre selon la nature, comme le suggéraient Zénon, Sénèque, Épictète et Marc Aurèle, c'est vivre en harmonie avec la raison et la vertu, accepter sereinement ce que nous ne pouvons pas contrôler et concentrer nos énergies sur ce que nous pouvons changer. À une époque où tant de gens recherchent le contrôle, le pouvoir et le statut, les stoïciens nous rappellent que la véritable sagesse réside dans la reconnaissance des limites de notre contrôle et dans la satisfaction et la résilience que nous trouvons dans nos propres attitudes et choix. Aujourd'hui, plus que jamais, le stoïcisme offre des outils pour faire face aux défis de la vie moderne. Qu'il s'agisse de gérer le stress lié au travail, de l'incertitude économique ou des problèmes de santé mentale, les principes stoïciens nous aident à cultiver un esprit calme, une perspective équilibrée et une force intérieure qui ne vacille pas face aux tempêtes de la vie. Mais le stoïcisme nous pousse également à réfléchir à ce qui compte vraiment. Il nous invite à poser des questions difficiles. Qu'est-ce que le véritable bonheur ? Qu'est-ce que le vrai succès ? Comment pouvons-nous vivre une vie qui, au final, en vaille la peine ? Il n'y a peut-être pas de réponses simples à ces questions, mais la philosophie stoïcienne nous offre une voie, une direction. Elle nous encourage à vivre avec intention, à cultiver la vertu et à trouver la sérénité dans un monde en perpétuel changement. Alors que nous achevons ce voyage à travers les chemins du stoïcisme, il est important de se rappeler que ces idées ne sont pas seulement destinées à être étudiées, mais à être vécues. Comme le disait Marc Aurèle dans ses Pensées pour moi-même, la vie de chaque homme est ce que ses pensées en font. Si nous choisissons de cultiver des pensées de sagesse, de courage, de justice et de tempérance, nous sommes sur la bonne voie pour une vie véritablement pleine. Alors pourquoi ne pas prendre un moment pour réfléchir ? Comment pouvez-vous appliquer ces enseignements à votre propre vie ? Quels aspects de votre quotidien pourraient bénéficier d'une approche plus stoïcienne ? Peut-être pouvez-vous commencer par quelque chose de simple, comme pratiquer la gratitude ou essayer de voir le côté positif des adversités. Après tout, comme nous le rappellent les stoïciens, la vie est courte et chaque moment est une opportunité de grandir, d'apprendre et de vivre en harmonie avec la nature. Souviens-toi, la connaissance est le chemin vers la véritable liberté. Compte sur moi et suis le lapin blanc.